Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro d'Inter Review, votre émission hebdomadaire de décryptage et de vulgarisation. Alors il s'agit surtout de revoir l'actualité sous d'autres versions dans un contexte bouleversement géopolitique. Zoom aujourd'hui sur le Sahel, cette région qui regroupe le sud de l'Algérie, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad, une région qui s'étend sur plus de 3 millions de kilomètres carrés, qui est autant une terre d'opportunités que de défis. La région vit une véritable déstabilisation à cause du terrorisme depuis au moins une décennie, mais également, en dépit de cela, elle fait l'objet de sérieuses convoitises. Alors pourquoi? C'est ce que nous allons tenter de comprendre pendant ces prochaines minutes avec mes invités. Gamal Abina, journaliste, expert des questions internationales. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous ce soir. Sidi Kaba, essayiste spécialiste du Sahel, vous êtes également avec nous. Oui, c'est un plaisir de participer à cette émission. Alors je rappelle seulement que vous êtes l'auteur de l'ouvrage Mali, Sahel, notre Afghanistan, à nous, paru chez Impact Éditions. Bonsoir donc. Et puis sur le plateau, j'ai le plaisir d'accueillir mon collègue Sofiane Baroudi, journaliste à Al24 News et spécialiste des questions internationales. Bonsoir Sofiane. Bonsoir Marat. Alors messieurs, sans plus tarder, je vais commencer avec vous Gamal Abina. On pourrait se tromper si l'on disait que le Sahel intéresse les Occidentaux? Non, on ne peut pas se tromper pour deux raisons. D'abord, c'est un territoire, comme vous l'avez souligné, de plus de 3 millions de kilomètres carrés. Et surtout, c'est un territoire qui est charnière en Afrique. Parce que le Sahel regorge de richesses minières, pétrolières, gazières, non exploitées. Il faut rappeler que ça a été sous-exploité pendant plus de 60 ans. Et qu'aujourd'hui, il intéresse pour deux raisons. La première, effectivement, c'est une question géopolitique, géostratégique. Et puis surtout, la seconde raison, c'est qu'il y a la concurrence avec l'empire russe et l'empire chinois qui sont en train de se mettre en manœuvre directe pour faire en sorte, effectivement, de se positionner sur l'ex-région détenue par la France, l'ancien empire colonial français. Très bien. Alors, Sidi Kaba, pourquoi, selon vous, est-ce que la région du Sahel intéresse-t-elle autant les Occidentaux? Alors, il a été si bien rappelé qu'il y a un intérêt géostratégique puisque le Sahel est quand même dans une position très charnière. Cette partie du continent africain fait la liaison entre l'Afrique du Nord, puisque le Mali, par exemple, et le Niger sont frontaliers de l'Algérie. Le Niger est frontalier de la Libye, le Tchad est frontalier de la Libye aussi. Donc, il y a une position charnière entre l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale aussi, le Tchad est un pays sahélien qui appartient à l'Afrique centrale, et le golfe de Guinée, puisque, comme vous savez, certains pays du Sahel font frontière avec des pays du golfe de Guinée. Il y a cette position géostratégique incontestable. Il y a aussi les richesses minières stratégiques. Quand on prend un pays comme le Niger, c'est un pays producteur de l'uranium. Vous savez quelle est la valeur stratégique de l'uranium, particulièrement pour la France, qui produit environ 80% de son énergie électrique avec du nucléaire, alors que la France n'est pas producteur d'uranium. Donc il faut trouver cette énergie pour pouvoir produire de l'électricité. Et tout ça fait que le Sahel, sans compter maintenant l'or, le pétrole, toutes les richesses font que le Sahel ne pas être à l'agenda des puissances internationales. Ça se comprend très aisément. Ok, très bien. Sofiane Baroudi, pourquoi est-ce que la région du Sahel intéresse-t-elle autant? Cet intérêt de l'Occident pour l'Afrique, mais en particulier pour le Sahel, ne date pas d'hier. On va dire que c'est déjà un intérêt historique. Par exemple, l'intervention française au Mali en 2013 et avant par la déstructuration, par la destruction de la Jamaïria libyenne via une agression, tire ses racines, si vous voulez, dans un projet historique qui est un projet néocolonial qui s'appelle l'OCRS, l'Organisation commune des régions sahariennes, où à l'époque des décolonisations, le général de Gaulle avait pour objectif de maintenir une mainmise sur la région nord-africaine et sahélienne en général, parce que premièrement, comme l'a dit l'invité très bien, la France dépend énergétiquement du Niger et plus généralement du Sahel, et parce que deuxièmement, il y avait, si vous voulez, la découverte du pétrole à la fin des années 50, au début des années 60, et donc c'était vraiment un intérêt, si vous voulez, un intérêt stratégique central et majeur, et il y a aussi un intérêt qui est un intérêt militaire, de par le fait qu'il y a plusieurs bases
françaises historiques qui sont disséminées dans la région. On va citer peut-être l'exemple du Tchad. Et qu'il y avait aussi un intérêt par rapport à toute forme d'expérimentation, les expérimentations nucléaires et même les expérimentations spatiales qui ont eu lieu. Le programme spatial européen a eu si vous voulez, pour berceau la région saharienne et sahélienne. Et du coup, ça explique déjà l'intérêt historique, mais aussi la prolongation de l'intérêt stratégique, parce qu'il y a aussi une proximité avec le continent européen qui est très très importante, et qu'il y a aussi une nécessité, si vous voulez, de faire rempart aux puissances qui sont des puissances émergentes actuellement et qui agissent beaucoup dans la région, notamment la Chine, la Turquie, mais aussi la Russie actuellement. Voilà, donc en fait, les Européens, ils cherchent vraiment à se protéger en se basant donc au niveau du Sahel. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté de maintenir cette région sous verrou et sous contrôle complet, d'abord pour pouvoir exploiter les richesses naturelles, mais aussi le capital humain qui est très important, mais aussi de faire rempart en suivant ce qu'on appelle les stratégies d'endiguement, mais aussi d'empêcher un développement qui serait un développement, si vous voulez, équitable de la région, parce que le problème du sous-développement reste vraiment posé et on se pose des questions vu que la région est très riche et qu'il y a eu une succession de projets économiques qui ont failli. Peut-être certaines analyses disent que la raison est peut-être la perpétuation du système monétaire franc CFA qui a empêché justement ce développement-là. On pourra peut-être en parler, mais il y a vraiment, si vous voulez, un intérêt primordial des puissances occidentales au Sahel, et c'est aussi passé par une projection militaire qui a duré pendant des années. Maintenant, on vit une période de reflux ou alors de retrait. Certains observateurs parlent plutôt de redéploiement parce que la région est vraiment une région capitale pour les intérêts occidentaux. Alors, Sédik Abba, vous êtes spécialiste de la bande sahélo-sahélienne. Du point de vue occidental, la présence des troupes étrangères, notamment françaises, ces 10 dernières années dans cette région est justifiée donc par la lutte antiterroriste. Est-ce la seule raison de leur présence sur place? Vous évoquez d'ailleurs dans votre livre d'autres éléments justifiant cette présence. Oui, il y a une présence liée au terrorisme, comme on sait historiquement. En janvier 2013, la France avait été sollicitée par le Mali pour, aider à chasser les groupes terroristes qui se sont installés au Nord Mali. Cette mission ayant été achevée, la France n'est pas partie parce qu'elle est restée. À partir de 2014, novembre 2014, on est passé de Serval à Barkhane et la France a maintenu une présence dans la région parce que cette présence militaire lui permet de protéger ses intérêts stratégiques. Vous savez que lorsque, pour être très factuel, il y a eu l'attaque d'In Amenas en Algérie en janvier 2013, la France avait envoyé un commando pour protéger les mines d'uranium du Niger, parce que les mines d'uranium du Niger étaient vraiment stratégiques pour la France. Et aujourd'hui encore, cette présence militaire contribue à assurer les intérêts français dans la région, pas simplement au Niger où il y a les intérêts dans les mines d'uranium, il y a aussi les intérêts dans la sous-région. À partir du Sahel, la France protège aussi ses intérêts dans les pays de la région. Vous savez que la France a une très grande présence économique et financière en Côte d'Ivoire, par exemple, qui est un des partenaires privilégiés de la France. À partir de sa présence au Sahel, ça lui permet d'avoir justement l'œil sur tous ses intérêts stratégiques, ses intérêts économiques aussi. Et c'est ça qui explique un peu pourquoi, en dépit, parce qu'on peut faire l'hypothèse que puisque la France était présente au Mali, lorsque le Mali lui demande de partir, elle décide de suspendre toute sa présence au Sahel, mais elle a décidé de réfléchir, de réarticuler. Il y a aujourd'hui encore près de 1500 soldats français, rien qu'au Niger. Il y en a un certain nombre au Tchad avec des moyens importants parce qu'il y a des enjeux stratégiques, parce qu'il y a aussi des intérêts très précis de la France qu'il faut protéger. Alors justement, je me tourne vers vous, Gamal Abina. Les populations des pays du Sahel se sont soulevées justement face à cette présence militaire étrangère. Elles ont dénoncé l'échec des opérations antiterroristes, mais également le pillage de certaines richesses. Tout à fait. Il faut savoir une chose, c'est que le ministère des Affaires étrangères français a publié des chiffres très intéressants et édifiants. Il parle d'une exportation du Mali, pour prendre l'exemple du Mali, de 45,9 milliards de tonnes d'or par an. Ils sont en troisième position derrière l'Afrique du Sud et derrière le Ghana. C'est vous dire un peu l'importance sur un plan exportation minière. Ils ont 2 milliards de tonnes de réserves minières de toutes catégories confondues, d'uranium en passant par fer, manganèse et autres. Ils ont surtout un sous-sol très peu exploité et qui reste, du point de vue de la France,
un sous-sol qui devrait être exploité par les compagnies françaises. Alors évidemment, vous vous rappelez de ces fameux convois militaires qui ont traversé d'un pays à l'autre comme s'ils étaient dans le métro, comme je le dis tout le temps, à savoir qu'ils partent d'un pays, Mali, Burkina, Niger, sans demander quoi que ce soit aux autorités locales. Et ils ont été accueillis par la population, par des huées, des manifestations de mécontentement, parce que la population a une réaction anti, non pas française, hein, c'est pas ce qu'elle dit, mais anti-armée française. Il y a une nuance quand même à soulever. Et donc, par rapport à ça, évidemment, les intérêts sont évidents dans ces pays-là, parce que, effectivement, j'ai expliqué tout à l'heure, il y a une articulation entre l'Afrique du Nord, donc les pays du Maghreb, l'Afrique de l'Ouest, ces 5 pays du G5 Sahel, comme on les appelle, et l'Afrique centrale, tout ce qui est Congo, les Congos pétrolifères pour le coup, toutes ces régions sont essentielles pour la France en termes d'approvisionnement énergétique, que ce soit en pétrole, gaz et évidemment en uranium. Et donc, les intérêts sont bien compris. On imagine bien que les Français ne veulent pas quitter pour des raisons qui sont simplement économiques et de prestige, et que de l'autre côté, les populations locales qui ont vu 62 ans de présence française se rendent compte que même lorsqu'il y a une opération antiterroriste, les Français non seulement s'installent, mais ne partagent pas leur savoir-faire contre le terrorisme, loin s'en faut, n'ont pas de résultats probants et surtout considèrent les armées locales comme étant des armées subalternes. Tout cela a conduit à une forme de réaction épidermique de la population d'abord et ensuite des dirigeants qui ont chassé, il faut le rappeler, du Mali puis du Burkina, 2 pays importants dans cette région, les troupes d'armée françaises. Maintenant, il reste encore le Niger, effectivement. D'autres pays pourraient emboîter le pas à ces pays-là, mais les Français s'inquiètent de cela parce qu'ils se rendent bien compte que leurs intérêts stratégiques, économiques, géopolitiques et évidemment militaires sont en danger dans ces pays qui commencent à voir du côté de l'Est plutôt que du côté de l'Ouest. Très bien. Sofiane Baroudi, on revient vers vous. Est-ce qu'on peut parler d'échec des militaires étrangers pour venir à bout du terrorisme dans la région ? Moi, je pense que le constat d'échec, il est vraiment évident. C'est-à-dire que l'objectif de départ, qui était la lutte contre le terrorisme dans la région, n'a pas été atteint de l'aveu des propres acteurs. Après, il y a aussi une forme de, si vous voulez, de dislocation du G5 Sahel. Et il y a un repli de la force Barkhane et aussi un retrait de Takuba, qui est la force européenne. Après, il y a aussi beaucoup de raisons qui ont opéré à cet échec-là, qui est dénoncé par les populations. Et on met même en doute, si vous voulez, les vrais objectifs de l'opération, vu qu'il y a, notamment dans la zone des 3 frontières, au moment le plus fort de l'intervention, il y a eu des recrudescences notables des actes terroristes qui maintenant se perpétuent jusqu'en golfe de Guinée. Donc, il y a plusieurs raisons qui ont affaibli le dispositif et qui ont entraîné l'échec, en plus des soulèvements justifiés des populations pour contester la présence étrangère. Je pense notamment, par exemple, à la chute du gouvernement de Blaise Compaoré au Burkina Faso, qui était un allié très très fort de Paris, mais aussi d'autres acteurs, parce qu'il n'y a pas juste Paris, il y avait aussi des acteurs africains qui soutenaient un dispositif néocolonial. Je pense notamment à la monarchie marocaine, qui a joué un rôle important en soutien à Paris. Il y a aussi l'assassinat d'Idriss Déby, l'ancien maréchal du Tchad, qui était aussi, si vous voulez, un soutien très important de taille, vu que l'armée tchadienne intervient toujours sur plusieurs théâtres d'opération dans la lutte antiterroriste. L'assassinat de Idriss Déby, la transition qui trouve beaucoup de difficultés, d'ailleurs actuellement il y a un processus politique, ces 2 conditions ont aussi entraîné d'une façon ou d'une autre l'affaiblissement du dispositif, de ce qu'on appelle le dispositif France-Africain. Il y a aussi une crise économique très très profonde due au sous-développement perpétuel de ces régions-là, qui fait se poser beaucoup de questions et qui amène à une colère légitime et qui fait se poser des questions, y compris sur les vrais objectifs, vu que le terrorisme est aussi alimenté par le sous-développement. C'est connu, et que l'une des méthodes les plus efficaces pour lutter contre le terrorisme, justement, c'est les plans de développement qui ne sont pas venus malheureusement, alors qu'il y a des milliards de dollars qui sont extraits de cette région-là. Alors une autre question que l'on se pose, comment expliquer la soudaine recrudescence du terrorisme dans les territoires comme maliens ou encore du Burkina Faso, après donc la demande des 2 pays du retrait des forces françaises par exemple? Écoutez, il y a beaucoup de questions qui sont posées. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des transitions politiques qui sont entamées et qu'il y a un mouvement de mécontentement très très profond, notamment dans le rang des soldats. Par exemple, le deuxième coup de force au Burkina Faso a été animé par un seul motif, qui est le manque de moyens. C'est-à-dire qu'on se demande que, alors qu'il y a une intervention et qu'il y a un G5 Sahel qui est censé avoir des moyens pour intervenir contre le terrorisme, les soldats crient un manque, justement, qui a un manque criant de moyens qui ne leur permet pas de se confronter à la menace terroriste. Bien au contraire, beaucoup de villageois ont contesté le fait que leurs enfants soient utilisés comme de la chair à canon, ce qui a entraîné vraiment une colère intensive, parce que les vraies motivations de l'opération n'ont pas été atteintes et qu'il y a une exposition justement des populations à cette menace-là, qui reste encore une menace grandissante, malheureusement.
Alors le terrorisme, on continue d'en parler avec vous. Cette fois-ci, Gamal Abina, de nombreux observateurs arrivent à penser ou à dire que le terrorisme dans la région du Sahel a été injecté, voire même nourri par certaines parties pour défendre des intérêts. Peut-on parler d'un complot ourdi contre cette région du Sahel? Je ne parlais pas de complot parce qu'il faut être un peu honnête là-dessus. On se rappelle de l'intervention militaire, entre guillemets, indirecte des Français et des Occidentaux en Syrie. Évidemment, ils ont ouvert la vanne aux terroristes qui sont passés par la frontière turque. Donc là, il n'y a pas de complot. C'est acté, c'est documenté. Al-Nusra et toutes les organisations liées à ce qu'on appelle Daesh et autres États islamiques ont été alimentées d'extérieur pour déstabiliser le régime d'Assad. Dans la région du Sahel, on a le sentiment, alors évidemment, les terroristes qu'on connaît, il y a la destruction de la Libye qui a été voulue par M. Sarkozy, donc qui est un criminel en l'espèce. La destruction de la Libye plus les anciens du GSPC algérien ont trouvé refuge dans la région du Sahel, dans le Mali, dans le Niger après l'affaire d'In Amenas. Et ils ont commencé à s'agréger avec d'autres organisations qui étaient plutôt indépendantistes, comme on se souvient évidemment de l'Azawad, donc des mouvements plutôt en rupture avec le pouvoir central. Ils se sont agrégés et ils les ont convaincus. Donc cette alimentation s'est faite massivement parce qu'effectivement il y a une misère sociale qui est installée, parce que ces pays sont sous la coupe du franc CFA. Et quand on n'a pas sa monnaie, on n'a pas son pouvoir économique. Et surtout parce que effectivement les Français donnent le sentiment, ils l'ont peut-être pas fait exprès, ça c'est encore à vérifier, donnent le sentiment que soit ils ont laissé faire, soit ils n'avaient pas la volonté d'en finir avec ces terroristes, ou soit peut-être ils les ont alimentés, tout simplement. Tout est possible. Je ne vais pas être péremptoire parce que je n'en ai pas la preuve, mais une chose est certaine, c'est qu'on ne peut pas interdire l'idée selon laquelle les Français pourraient déstabiliser ces régimes en alimentant ou en laissant faire le terrorisme pour justifier leur présence militaire. Donc c'est ça qu'on peut poser comme question. Est-ce qu'effectivement, les criminels en l'occurrence, profitent à la France ou pas? La question, je crois qu'elle est très claire, ça a profité à la France pendant 8 ans. Très bien. Sédik Abba, alors Gamal Abina vient justement d'évoquer la déstabilisation de la Libye avec l'assassinat de Muammar al-Kadhafi, ce qui a permis donc une situation de chaos, de prendre de l'ampleur dans cette région. Pensez-vous que c'est un plan préparé au préalable et si oui, à quelle fin? Non, je ne suis pas sûr que ce soit un plan prémédité, mais le fait est que cette déstabilisation, même si elle a été involontaire, a créé une aggravation de la situation sécuritaire au Sahel. Il y avait déjà une situation sécuritaire un peu préoccupante, mais la déstabilisation de la Libye a été un facteur complètement aggravant et accélérant de la crise au Sahel, puisque, comme on sait, la Libye de feu Muammar Kadhafi était une Libye qui avait beaucoup d'argent, qui a profité de la manne pétrolière pour s'enrichir, pour acheter beaucoup d'armes dont elle n'avait même pas besoin. À partir du moment où la Libye a été déstabilisée par l'intervention de l'OTAN initiée par Nicolas Sarkozy et Tony Blair à l'époque, ça a créé une sorte de supermarché à ciel ouvert où les gens venaient se servir et toutes les armes libyennes se sont déversées sur le Sahel, ont profité à des groupes criminels. Et la réponse qui a été apportée par ceux qui sont venus accompagner les pays sahéliens n'était pas la bonne réponse. On ne répond pas à la crise sahélienne uniquement par les armes. La France a pu déployer jusqu'à 5100 soldats au Sahel, mais ça n'a pas suffi à contenir l'extension territoriale de la menace, puisque aujourd'hui, la menace est arrivée au pays du Golfe de Guinée. Le Bénin a été attaqué 3 fois, le Togo a été attaqué plusieurs fois, la Côte d'Ivoire a déjà été attaquée. Donc est-ce qu'on peut, monsieur... Oui. Alors, est-ce qu'on peut injecter justement le terrorisme pour déstabiliser une région telle que le Sahel? Non, en l'occurrence, la façon dont on s'y est pris n'a pas été utile aux pays sahéliens. Et l'accompagnement qu'on a apporté n'était pas celui qui est adapté. Aujourd'hui encore, il ne s'agit pas simplement d'apporter une réponse militaire. Comme l'a dit un de nos co-débatteurs sur ce plateau, il était important d'apporter aussi une réponse en question de développement, en question de la présence de l'État, en question de gouvernance. Cette réponse n'a pas été apportée par la France. La France a privilégié une réponse qui était totalement inadaptée, en pensant qu'il faut davantage de militaires, en pensant qu'il faut davantage d'influence dans la région pour pouvoir trouver. Donc la solution n'ayant pas été appropriée, on se retrouve aujourd'hui dans la situation où les populations rejettent complètement la présence française parce qu'ils ne voient pas de valeur ajoutée. Ils se disent comment une armée aussi puissante, avec tous les moyens qu'elle a au Sahel, avec des drones, avec des moyens de renseignement, avec ces hélicoptères, n'arrive pas à contenir la menace. Et c'est ça qui a nourri aujourd'hui le ressentiment, le rejet de la présence militaire française dans le Sahel.
Très bien, merci pour cet éclairage. Je me tourne vers vous encore une fois, Sofiane Baroudi. On va clore le débat avec vous. Comment expliquer le refus de certains pays occidentaux de fournir un soutien militaire nécessaire à la lutte contre ce terrorisme mené par les États les plus touchés, en l'occurrence le Mali ou encore le Burkina Faso, quand ces mêmes puissances occidentales n'hésitent pas à envoyer des armes à l'Ukraine? Moi, je pense qu'il y a une différence entre les objectifs des États propres, c'est-à-dire le Mali et le Burkina Faso, et les objectifs des États occidentaux qui étaient engagés dans la région. Et c'est cette disparité-là qui a empêché vraiment la création d'une coordination nécessaire à la lutte antiterroriste. D'ailleurs, on le voit qu'il y a vraiment une recrudescence d'un sentiment patriotique très très fort, notamment au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, où, si vous voulez, l'émergence ou la réémergence de l'idée que la seule réponse possible pour se confronter face à la menace terroriste serait une réponse qui serait panafricaniste et qui serait sous l'égide de l'Union africaine avec des moyens propres au continent africain qui passeraient aussi par le développement. D'ailleurs, l'Algérie a offert, si vous voulez, une réponse à cela. La dernière intervention du Premier ministre algérien au nom du président de la République au sein du Conseil exécutif de l'Union africaine a permis d'injecter $1 milliard par l'Agence de coopération et de solidarité pour justement pouvoir essayer, si vous voulez, d'impulser, si vous voulez, un plan de développement économique qui permettrait d'assécher justement le phénomène terroriste de par un développement dans la région. Et ça parle surtout de développement des infrastructures, de l'électrification et aussi d'éléments de base, mais qui pourraient être très très efficients pour limiter, freiner le phénomène terroriste. Alors Gamal Abina, un dernier mot en 30 secondes, très rapidement, avant de clore cette émission. Oui, très rapidement, il ne faut pas oublier une chose. Quand on attaque un pays stable, comme la Libye par exemple, comme l'Irak ou comme la Syrie, et que derrière ça génère des Daesh, des États islamiques, des organisations mafieuses et terroristes qui font en plus du racket, il ne faut pas s'attendre à des miracles. C'est pareil pour la région du Sahel. Ils ont détruit la Libye. Immédiatement, les métastases se sont développées sous la misère sociale qui existe et sous les revendications territoriales et les revendications ethniques. Donc c'est vrai qu'on ne doit pas écarter la possibilité que les actions de coups de force violents de l'Occident ont conduit à la destruction ou la déstabilisation de ces États et qu'effectivement, ça arrange bien l'Occident de voir que ces États qui continuent à exporter du gaz et du pétrole restent des pays fragilisés par le terrorisme. Seydi Kaba, un dernier mot? Oui, je pense que pour le Sahel, si on veut quand même régler la question du Sahel, il faut une réponse holistique. La réponse sécuritaire et militaire qui est promue aujourd'hui ne va pas donner de résultats si on n'associe pas la question du développement, la question de la gouvernance. Et il faut privilégier une solution africaine avec des acteurs africains. Parce que les autres, on ne sait pas quel est leur agenda. Ce serait une erreur de partir chercher ailleurs qu'en Afrique la solution à un problème africain et il faut que cette solution soit régionale parce que le problème est devenu régional. Et c'est une très belle conclusion donc à cette émission. Merci Sédik Abba. Je rappelle que vous êtes essayiste spécialiste du Sahel. Merci d'avoir été avec nous ce soir.